toutes et à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'introduire ce séminaire à Systemix. On reprend pas tout à fait le format d'avant Covid, mais on est au moins dans un format hybride avec des gens en salle et des gens à distance. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Chotet, pour nous parler d'un sujet autour des jumeaux numériques et des approches systémiques et de l'ingénierie système autour des jumeaux numériques pour les systèmes de production. Je le laisserai exposer exactement son sujet. Vincent est quelqu'un que l'IRT connaît déjà anciennement parce qu'il avait été contributif dans des anciens projets. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent de SIP, par exemple, pour lequel il y avait eu des contributions de chercheurs et d'un groupe de chercheurs rattachés à SUPMECA, dont faisait partie Vincent à l'époque. Vincent a fait un parcours à l'ENS Paris-Saclay, anciennement Cachan, a soutenu une thèse en génie mécanique entre Grenoble et l'Italie, c'est ce que je crois. Oui, tout à fait. Voilà, et on a parlé tout à l'heure. Et après, il a pris donc ce poste à SUPMECA. Il a fait son début de carrière à SUPMECA à Saint-Ouen, et puis ensuite, il a basculé à l'INSA de Lyon, sur un poste de professeur. Et il a depuis occupé plusieurs fonctions à l'INSA, et en particulier au laboratoire DISP, dont aujourd'hui il dirige. Qu'aujourd'hui il dirige. Voilà. Donc DISP est un laboratoire autour de la décision et de l'information pour les systèmes de production, avec deux axes, mais peut-être qu'il en parlera, je ne sais pas si… Très rapidement. Très rapidement, voilà. Ces thématiques de recherche qu'il va nous exposer là aujourd'hui sont sur les systèmes d'information d'entreprise, et donc le sujet alors vous êtes plusieurs à savoir que l'IRT instruit en ce moment autour des jumeaux numériques, précisément, pourra un petit peu se nourrir de ces propositions, en tout cas de ces travaux. Et je ne vais pas garder la parole plus longtemps, je vais lui passer la parole tout de suite, Vincent, pour démarrer ce séminaire à Systemix. Écoutez, merci beaucoup. Merci déjà pour l'invitation, de m'avoir invité ici. C'est un grand plaisir. Donc, je confirme, j'étais venu au tout début dans ces bâtiments il y a très, très longtemps. Ça fait toujours plaisir de revenir, même si ça a énormément changé. Enfin, le bâtiment, non, mais ce qui se passe autour a beaucoup changé depuis. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de jumeaux numériques pour les systèmes de production et beaucoup plus la partie, donc une partie un peu pour expliquer ce que c'est qu'un jumeau numérique, parce qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est énormément à la mode. Donc, d'essayer de poser un peu ce que c'est et comment on peut développer aujourd'hui un jumeau numérique. Alors, je vais commencer par un instant autopromotion, donc pour me présenter moi-même. Je suis donc professeur à l'INSA de Lyon depuis quasiment 8 ans maintenant. Au niveau enseignement, donc je suis à la croisée entre l'informatique, où j'enseigne l'algorithmique et la programmation. J'enseigne aussi tout ce qui est CAO et PLM de par mon passé de méca, génie méca, et j'enseigne aussi des parties de génie industriel. Donc, au niveau de mes recherches, je suis donc principalement mon cœur aujourd'hui, c'est tout ce qui est les systèmes d'information d'entreprise, ERP, PLM, avec des problématiques plutôt informationnelles, donc aussi bien de interopérabilité, alignement de systèmes d'information, modélisation de systèmes d'information, agilité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité de systèmes d'information. Je suis tombé depuis 5 ans. Sachant qu'avant, je travaillais beaucoup sur tout ce qui était maquette numérique et usine numérique. J'en parlerai un petit peu après. Donc, je suis beaucoup dans les jumeaux numériques et je m'intéresse un petit peu dans ce contexte-là à tout ce qui est analyse de données et gestion des connaissances. On va se mettre dans ce sens-là, ça sera au moins la caméra me regarde. Donc, comme l'a dit Patrice, je suis aujourd'hui directeur du laboratoire DISP, Décision et Information pour les systèmes de production. Donc, c'est un laboratoire qui est basé sur Lyon. On est un petit laboratoire de recherche, 30 enseignants-chercheurs et 60 au total, qui est sur 2 thématiques, enfin sur 2 compétences, le génie industriel et l'informatique. Au-delà de ça, donc j'ai plusieurs responsabilités au-delà du laboratoire. Et en particulier aujourd'hui, je suis à l'initiative et je coporte avec plusieurs collègues en France une initiative qui est donc une initiative qui est les jumeaux numériques pour les systèmes de production.
Donc, vous avez le lien qui est ici. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, à 4 heures, j'enchaîne par le dernier atelier en visio, donc, où on parlera de système de jumeaux numériques. Le monde est bien fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de développement de jumeaux numériques. Et donc, déjà, je vais revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique et pourquoi ça existe. Donc, dans un premier temps, on est dans un contexte, très rapidement, on est dans un contexte de 4e révolution industrielle qui est surtout marqué par la numérisation du travail. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de données qui sont accessibles. Les performances informatiques ont fortement augmenté. Un téléphone portable a énormément plus de capacité aujourd'hui que ce qui était capable de faire des ordinateurs il y a 10 ans. Donc, on a toute cette capacité de communication au niveau des données. Et donc, l'idée, dans le parallèle, en même temps, se basant sur cette performance de computer, des ordinateurs, et en plus avec l'expertise qui s'est développée au fur et à mesure, le monde de la simulation dans le manufacturing et la production s'est fortement développé. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, hein, ça existait depuis le début de l'informatique. La souris, justement, a été développée en particulier en support sur ces approches, sur ces outils-là. Et donc, au début des années 2000 est née la notion de maquette numérique et d'usine numérique qui s'est développée. Et donc, l'objectif était vraiment d'avoir un environnement où les données et le produit dans sa globalité étaient digitalisés et on pouvait simuler tout avant de faire de la production. Donc, je viens de ce monde-là. Dans les années, fin des années 2000, début des années 2010, mes travaux de recherche portaient justement sur l'usine numérique. Et donc, mes contributions portaient principalement sur la gestion des données et des connaissances dans ce contexte-là, avec une approche très système d'information. Donc, en termes de simulation, c'était aussi bien des simulations d'implantation, des simulations à événements discrets que des simulations de robotique, donc là, d'AGV et de logistique interne ou d'ergonomie aussi qui pouvaient apparaître. De fait, aujourd'hui, on se retrouve dans un environnement où le système physique est de plus en plus complexe. Pour réaliser la production, on a de plus en plus de robots. On parle de cobots même maintenant qui peuvent collaborer avec des opérateurs. Donc, on bascule du système physique de plus en plus vers le système cyber, donc le système numérique, pour pouvoir développer la collaboration. Et la question, c'est, on va beaucoup du physique vers le cyber, mais la boucle de retour est aujourd'hui n'est pas encore très développée. Toutes les approches de type maquette numérique ou usine numérique, elle est du physique vers le numérique, mais une fois que le numérique avait donné ses résultats, c'était fini et on repartait à chaque fois sur de la page blanche. Et donc, aujourd'hui, on veut vraiment aller sur cette notion de jumelage dans le concept d'avoir le physique et le numérique qui vont continuer à vivre ensemble tout au long du cycle de vie de l'asset physique. Et donc, c'est ce point de vue qui a fait naître le jumeau numérique. Alors, cette notion de jumelage existe depuis de nombreuses années. Alors, pour ceux qui sont un peu dans le cinéma, il y a le film Apollo 13 qui le montre extrêmement bien, avec les premiers exemples de jumelage physique entre une maquette quand il y a eu Apollo 13 et les accidents. Donc, il y avait le spacecraft, en français, je ne sais plus, mais la navette, oui. Donc Apollo 13 qui était dans l'espace et une maquette qui était à terre. Et dans l'idée, on le voit très bien dans le film, ils essayaient toutes les procédures possibles sur le physique en se mettant le plus proche possible des conditions pour pouvoir émuler les comportements et tester des solutions de sauvegarde. Donc là, on était vraiment dans cette idée de jumelage entre Apollo 13 dans l'espace et un environnement, alors bien sûr simplifié, mais qui était au plus proche de la réalité. Au début des années 2000, le numérique a véritablement explosé, Internet, le PLM, et on est allé sur la simulation, les concepts de maquette numérique, d'usine numérique, comme j'ai pu en parler. Et véritablement, la première fois dont on a vraiment entendu parler de jumeaux numériques,
c'est Greaves en 2014 dans son papier blanc, le jumeau numérique, qui a posé ce concept-là. Donc, l'armée américaine, la NASA, s'est vraiment emparée de ce modèle. Et de plus en plus, jusqu'à vraiment au début, 2015-2016, ça a commencé à monter. 2017, c'est la première fois que la notion de jumeau numérique apparaît dans la courbe du hype de Gartner, comme étant une des 10 stratégies au top pour eux. Et elle a été pendant 3 ans, 2017, 2018 et 2019 dans cette courbe-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec l'exemple de Persévérance sur lequel il y a vraiment eu ce jumeau numérique de pilotage de Persévérance par un jumeau numérique au niveau sur le sol terrestre. Donc, dans ce concept-là, en fait, pourquoi ça existe aujourd'hui? C'est parce qu'on est face à une maturité à la fois des outils de simulation. On maîtrise la simulation de systèmes de production. C'est des outils qui sont aujourd'hui avec un très bon niveau de maturité, aussi bien sur le comportement que les puissances de calcul. La notion de maquette numérique PLM a plus de 20 ans maintenant, donc c'est des concepts qui sont rentrés dans les mœurs, qui se déploient en milieu industriel. Et le milieu du CPF, du cyber système physique, des systèmes cyberphysiques, se développe depuis 5 ans. Il y en a quelque chose qui aussi augmente en maturité. Et de fait, la notion de jumeau numérique apparaît aujourd'hui comme étant un vrai paradigme qui est intéressant pour à la fois la recherche et les entreprises. Donc, dans l'idée, toujours dans ce point de vue un peu historique, dans le passé, on voyait le jumeau numérique comme étant un outil permettant de faire de la traçabilité. Aujourd'hui, on est plutôt sur la mise en place de jumeaux pour faire du contrôle, du diagnostic ou de la supervision. Et dans les travaux de recherche et les nouveaux développements, on est plutôt sur du jumeau prédictif, prospectif, avec l'intégration en plus des couches de machine learning et d'intelligence artificielle. Donc, avec tout ça, qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique? Il existe énormément de définitions. Donc, je ne vais pas y rentrer là-dedans. Il en existe énormément, donc des plus anciennes, celle de Greaves, qui a existé. Le NASA qui commence à parler en 2010 de jumeaux numériques. Il y a une norme maintenant qui commence à exister, qui commence à poser des briques. Pour aujourd'hui, en tout cas, moi, la définition sur laquelle je suis, la notion de jumeau, vous allez le voir, est en fait très proche de la notion de jumelage. Donc, un jumeau numérique définit une entité physique, une entité virtuelle, à la fois une entité physique et une entité virtuelle, qui sont en miroir, de très haute fidélité, et surtout avec toute la partie connexion bidirectionnelle qui peut exister entre l'entité physique et l'entité virtuelle. Donc, ça fait vraiment une boucle du monde physique au monde virtuel. Donc, associé à cette définition, dans les travaux de recherche de l'équipe, on associe le fait qu'un jumeau numérique est avant tout un outil d'aide à la décision, surtout dans le contexte de système de production où l'humain doit rester maître à bord. C'est un système qui est basé sur les données, clairement, et cette notion de jumelage entre le physique et le virtuel est vraiment l'enjeu, le cœur de ce qui se passe. Une image que j'apprécie énormément pour représenter à quoi ça correspond, c'est cette image qui a été proposée par Parrott et Varchow en 2017, dans lequel on se retrouve dans le domaine du physique avec... je vais arriver, voilà. Donc, avec le monde du physique et le monde du numérique. Le monde du physique est capable de récupérer des données via des capteurs. Ces capteurs sont envoyés dans le monde du numérique. Le monde du numérique va d'abord les agréger pour les transformer en données, puis en informations. Tout ceci sera analysé via des algorithmes, soit de la simulation, du machine learning, pour pouvoir avoir un état de supervision. On espère à partir de là de pouvoir développer des prévisions par rapport à tout cela et ça va permettre de mettre en place des décisions qui vont être transmises aux actuateurs, donc aux actuateurs, je vais faire du franglais, pardon, pour la suite, et qui vont permettre de créer les produits sur le système de production.
Aujourd'hui, les applications sont, des jumeaux numériques sont très très larges. On en peut en lister dans à peu près tous les domaines qui existent. Donc là, c'est une vision qui a été mise en place par des collègues chinois portés par l'équipe de Taofei qui ont fait cette partie-là de cartographie des applications du jumeau numérique dans le milieu industriel. Dans le même esprit, au niveau français, il y a le projet Atlas qui fait ce travail de cartographie et qui arrive à la même conclusion que le jumeau numérique a des potentialités vraiment dans des domaines qui vont aussi bien sur du manufacturing classique, aéronautique, automobile, mais aussi de l'agriculture, la construction et le domaine médical. Pour expliquer un peu plus en détail ce qu'est un jumeau numérique, je vais m'appuyer sur le modèle à 5 dimensions de jumeau numérique qui a été développé par l'équipe de Taofei, qui pose les concepts associés. Donc, le digital twin, en fait, se retrouve à l'intersection de 5 dimensions. Donc, la première dimension, c'est bien entendu l'équipement physique, dans lequel qu'on va superviser, que l'on va associer des capteurs qui vont nous permettre de récupérer un certain nombre de fonctionnalités. Donc, l'idée de cet équipement physique, c'est qu'il rend une fonction, il a des entrées, il a des sorties, on peut le décomposer en sous-systèmes et on a tous les actuateurs et les sensors qui sont associés. On a en miroir, on a l'équipement virtuel qui peut être de différentes formes suivant les fonctionnalités du virtuel, suivant les types de décisions que l'on veut apporter par le jumeau numérique. Donc, ça peut être aussi bien de la géométrie pour pouvoir faire de la visualisation, du comportement, alors soit du comportement système, soit du comportement mécanique, du comportement électronique, du couplage entre tous ces comportements qui peuvent exister. Donc, dans les travaux de Taofei, on retrouve les modèles géométriques, les modèles physiques, les modèles comportementaux et les modèles à base de règles qui décomposent un peu tous les modèles que l'on peut manipuler dans le monde virtuel. Entre ces deux équipements, puisqu'on parle de jumeaux, il y a de la connexion. Donc, il y a toutes les différentes connectiques à la fois physiques et virtuelles qui existent entre les deux équipements. Bien sûr, ces connexions font passer des données qui doivent être, alors qui sont de nature et de vitesse extrêmement différentes. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais dans un jumeau numérique, il y a des données quasi temps réel qui vont être captées par les sensors au plus proche du terrain, mais on a aussi des données plus lentes qui vont exister, qu'on va pouvoir presque considérer comme statiques vis-à-vis du comportement, avec des données qui sont intermédiaires, de vitesse intermédiaire. Dans le cas qui va nous intéresser, par exemple, sur un système de production, si on imagine qu'il y a des fabrications qui sont associées sur une ligne, il y a des données lentes qui sont les nomenclatures de production, il y a des données rapides qui sont les capteurs qui vont valider la position des différentes pièces, raw materials, des sous-parties sur la ligne de production. Et puis, il y a les données intermédiaires, de vitesse intermédiaire, qui sont les ordres de fabrication, le planning de production, et qui vont varier aussi avec des vitesses différentes. Et le jumeau numérique devra agréger toutes ces informations avec ces vitesses différentes et donc ces volumes qui sont différents. Et le jumeau existe non pas juste pour se faire plaisir, quoique, mais existe parce qu'il rend des services et il est consommateur aussi de services. Et donc ici, il y a des interfaces, des connexions et des données qui doivent être échangées. Donc il y a des services pour le physical equipment qui existent, pour le virtual equipment, et puis aussi pour la gestion des données en tant que telles qui doivent être mises en place. Donc, en final, un jumeau numérique, c'est tout ça qui doit être développé, qui doit être mis en place pour pouvoir exister. Et donc, toute la complexité va être de pouvoir définir ces différentes facettes, de pouvoir les lier entre elles et d'assurer le développement. Il existe, dans les travaux sur ce modèle-là, il existe énormément de technologies qui sont de niveaux de maturité très différentes et qui gravitent autour du jumeau numérique. On a des approches très sur la connexion avec des standards aujourd'hui comme le SCADA ou le BCUA qui deviennent de plus en plus matures et qui permettent le développement justement du jumeau numérique. On a aussi au niveau de la simulation, donc dans les modèles, des choses qui sont de plus en plus possibles, avec en plus la possibilité de faire du edge computing, de pouvoir donc décentraliser la capacité de calcul au plus proche du système physique.
donc ce qui permet de nouvelles opportunités pour le jumeau numérique. Alors, le modèle 5D, c'en est qu'un seul parmi tant d'autres. Là, j'ai pris les images des modèles qui sont les plus utilisés dans la littérature. Quasiment aujourd'hui, on se retrouve avec, si on fait jumeau numérique de système de production sur Google Scholar, on se retrouve sur l'année 2020-21 sur plus d'une centaine de références. Et en termes de modèles et d'architecture, donc on a fait le travail de Biblio il n'y a pas très longtemps et donc, il y a ces modèles-là, il y en a encore d'autres qui existent, on n'est pas du tout exhaustif. Par rapport aux thématiques de la journée, je voudrais juste faire un focus sur ce modèle-là, donc le MBE Diamond Model, qui a été développé, porté par Boeing, qui est assez intéressant parce que justement, ce sont un des modèles qui intègre vraiment cette dimension de développement du jumeau et surtout qui sont dans une démarche vraiment de co-construction du jumeau physique et numérique au cours du temps. Et donc, pour cela, il se base sur ce modèle en diamant qui est en fait un double cycle en V d'ingénierie système en mode symétrique. Et donc, l'idée, c'est de travailler ici sur le développement de la partie physique et en parallèle, le développement de la partie numérique qui se met en place avec le reste du cycle de vie ici qui continue à exister. Donc ici, d'après les travaux qu'ils mettent en place au niveau de Boeing, donc la partie basse représente le système physique, avec la partie descendante du V qui est la partie de conception, et la partie de validation qui est dans la partie remontante du V, donc d'intégration et de validation du produit, de manière symétrique en mode miroir. Donc on a la partie ici de déconception du modèle numérique. Alors ici, il y a toute une ambiguïté dans ce modèle-là qui est intéressante à creuser, qui est de dire que généralement, quand on est en cycle en V, ici, on est dans une phase plutôt où le produit est dans le domaine du numérique. Donc, ils conçoivent un jumeau numérique alors qu'ils sont en train d'être dans le numérique pour le monde physique. Donc, il y a toute une ambiguïté ici qui est intéressante à aller chercher pour essayer de bien comprendre comment faire le lien entre ces aspects-là, et puis le côté simulation qui apparaît, et donc après, comment ça peut se faire vivre. Au niveau du projet Atlas en particulier, il y a un certain nombre de collègues qui sont appropriés ce modèle en diamant et qui proposent aujourd'hui des évolutions qui tiennent compte justement que le développement aujourd'hui de systèmes passe d'abord par une phase de numérique, de digital mock-up, et donc d'imaginer comment une maquette numérique peut devenir un jumeau numérique par la suite. Donc ça, il y a tous des travaux comme ça qui existent, et en se basant justement sur de l'ingénierie système. Un des seconds défauts qu'il y a dans ce modèle-là, pour aller jusqu'au bout, c'est qu'ils partent du principe qu'on est en train de concevoir un système physique. Or, aujourd'hui, dans les systèmes de production, on est rarement dans la conception from scratch de systèmes de production, mais on part plutôt sur des systèmes de production qui sont déjà existants et dans lesquels on va construire un miroir à part entière. Et on va faire vivre par la suite le cycle de vie, donc, qui est très itératif du cycle du système physique avec le système virtuel. Et de fait, l'approche classique en V de l'ingénierie système, ici, est très bien pour du design pur, mais pour le côté itératif et devient beaucoup trop lourde pour pouvoir être intéressante dans un premier temps. Donc, il existe dans tous les travaux sur le développement d'architecture de jumeaux numériques une ambiguïté par rapport à ce contexte-là. Donc aujourd'hui, pour revenir sur la notion de jumeaux numériques, aujourd'hui, donc l'architecture sur laquelle au niveau du laboratoire, on est à peu près d'accord. On a donc le système physique qui est ici avec des capteurs et des actionneurs qui existent. Tout ceci va passer par une interface de communication qui peut s'appuyer sur un certain nombre de protocoles de communication standards tels que le SCADA, l'OPC-UA ou des protocoles comme Automation ML qui sont émergents. Tout ceci va permettre d'alimenter des bases de données qui sont dynamiques, qui sont de très courte durée de vie et qui doivent être liées aux autres données qui sont plus statiques par rapport à ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Ces données statiques peuvent venir d'autres systèmes d'information ou d'autres systèmes, d'autres jumeaux numériques qui peuvent exister aussi sur le système de production.
Tous ces données vont alimenter différents types de modèles. Il n'en existe pas un seul. Et toute la difficulté va être ici de définir ces modèles et d'assurer la cohérence entre tous ces modèles qui coexistent à ce moment-là. Ces modèles peuvent être consommateurs ou utilisateurs de services tels que de la visualisation, de la simulation ou de la prédiction. Associé à ça, à la fin, donc là on est plus dans une dynamique, dans une couche informationnelle du jumeau numérique qui va alimenter la couche décisionnelle du jumeau numérique, donc un support, decision support layer, qui est à l'interface pour les opérateurs de production. Et ici, donc, ce qui est représenté le modèle n'est pas encore optimal. Les doubles flèches ici permettent de faire monter les informations du physique vers l'outil de décision, et il y a toute la couche de redescente qui doit exister ici pour pouvoir avoir véritablement cette boucle qui intervient. La difficulté dans ce cadre-là, c'est de comment on est capable aussi de capturer la décision. J'étais beaucoup dans le théorique, on va essayer de donner des exemples un peu plus pratiques, pragmatiques, et en même temps de rentrer sur comment définir ce jumeau numérique. Alors, j'ai deux exemples. Le premier, donc, qui est sur une ligne de production automatique pour des étudiants, et donc sur lequel une thèse vient de commencer depuis 1 an au niveau de mon laboratoire pour développer un jumeau numérique de cette ligne. Et le deuxième, c'est des travaux qu'on a lancés, nous, depuis 1 an, et qui est sur le développement d'un jumeau numérique pour des systèmes d'urgence dans un hôpital. Donc là, avec 2 points de vue qui sont complémentaires. Donc, commençons par la ligne de production. Donc, voilà à quoi ressemble cette ligne de production qui est automatisée. On a un contrôle central qui permet de lancer les types de production que l'on souhaite. Alors, la production est très simple, hein, c'est sur des petites plateformes comme ceci qui se baladent sur le circuit ici. C'est de la dépose de jetons pour pouvoir faire du tic-tac-toe, donc comment dire, j'ai eu le terme en anglais, tic-tac-toe, les croix et les ronds. Morpion. Un morpion, voilà. Donc, des formes de morpions qui existent et donc les morpions sont installés ici avec ce robot. On a ici un poste de caméra qui permet de valider si l'assemblage est bien réalisé, et en bas là-bas, vous avez le poste de désassemblage, avec ici un poste de vérification de contrôle humain et de correction par l'humain, et ici un poste de lancement qui apparaît ici. Donc, pour ce jumeau numérique, en termes de conception, on est parti, nous, sur une approche très systémique, en partant du besoin client, des exigences pour pouvoir le développer. Donc, on est parti dans notre modèle d'architecture de la couche de décision en se posant quelles sont les aides à la décision qui sont nécessaires. Donc là, sur l'exemple, on se pose la question par rapport à de la décision. Qui prend la décision? Donc ici, c'est le responsable de l'atelier qui doit prendre des décisions. Quand c'est quasiment du temps réel, en tout cas du temps opératoire pour la ligne de production, la décision doit être prise. Quel type de décision doit être prise? C'est toute la partie ordonnancement des opérations de production sur la station d'assemblage qui est sur le point de focus pour les travaux. Et comment? L'idée, c'est de proposer des planifications, des ordonnancements avec des alternatives en fonction de la consommation des matières premières, et donc du renouvellement des stocks de matières premières et des ordres de priorité qui sont sur les ordres de fabrication. Donc, de pouvoir gérer des alternatives pour s'assurer les bons indicateurs de performance de notre ligne de production. Donc, à partir de ce moment-là, donc, on est capable de déduire à partir de ça quels sont les modèles qui nous intéressent pour pouvoir prendre ces décisions. Donc, au niveau des modèles, on en a de 2 types qui vont nous intéresser. Le premier, ce sont les modèles de type vraiment production, dans lequel on va retrouver les consommations de matières premières, les nomenclatures, puisque ce sont elles qui sont portées par les produits, et l'ordonnancement à l'heure actuelle de production, donc avec surtout la liste des OF avec leurs priorités, leurs due dates en particulier.
À partir de cela, on peut traduire ça soit par des modèles d'optimisation, soit des modèles de simulation. Donc ici, on est plutôt parti dans un premier temps sur des modèles de simulation de flux qui permettent d'avoir la dynamique de notre système et de voir si on change l'ordonnancement, quels vont être les impacts au niveau de la ligne de production en tenant compte des caractéristiques de la ligne, donc les taux de panne habituels, les différents taux d'erreur habituels des éléments. Et puis, sur des choses un peu plus long terme, pour essayer d'aller plus loin dans la réalisation, de travailler sur de l'optimisation avec des approches par programmation linéaire en nombre entier qui permettront d'optimiser l'ordonnancement de la ligne. Pour pouvoir réaliser, donc il y a aussi des outils de visualisation. Donc là, on sera plus sur la visualisation, ce sont des services externes. Et au niveau des analytics, la simulation de flux, la question, c'est est-ce qu'elle est embarquée dans le jumeau ou est-ce qu'elle est as a service pour notre jumeau numérique. Donc là, c'est des questions qui sont encore assez ouvertes par plus technique de notre jumeau numérique. Pour pouvoir réaliser ces modèles-là, on a besoin donc de données. On a fait donc il y a les données statiques qui vont être remontées au niveau du système physique. Et donc là, par rapport à la technologie, on sait qu'on va se baser sur de l'OPC-UA pour toutes les données dynamiques qui nous permettent de récupérer les données des capteurs RFID et des différents dispatchers sur la ligne de production. Et on se connectera à l'ERP pour pouvoir récupérer toutes les données statiques de notre ligne de production, à savoir les nomenclatures de production et les ordres de fabrication avec leur ordre de priorité. Donc voilà aujourd'hui où on en est. Alors pour aller plus loin, on utilise, donc là c'est plutôt pour la remontée et on a au niveau du dispatcher, ce sont les actionneurs qui seront directement pilotés dans un premier temps, plus de la remontée d'informations pour l'opérateur qui doit ramener à la main aujourd'hui les matières premières au niveau de la ligne. Donc, c'est du travail en cours aujourd'hui. Donc, on a une approche systémique puisqu'on essaye vraiment de partir de la couche décisionnelle pour redescendre à la couche donnée de notre jumeau numérique. On se base pour cela sur de l'ingénierie système. En termes de technologie, le hub qui nous permettra de poser les différentes briques, c'est de l'Asset Administration Shell qui est reconnu comme étant un véritable technologie support à la fois au système cyberphysique et au jumeau numérique. Et toute la question aussi porte sur tout ce qui est la simulation as a service pour pouvoir se connecter. Et là, on est en train de voir les opportunités. Deuxième application, c'est sur les jumeaux numériques. Cette fois-ci, c'est sur les urgences. Donc, les urgences sont un système complexe à l'intérieur des hôpitaux qui vivent des moments de tension et de non-tension. Alors, indépendamment du contexte Covid, mais déjà de manière naturelle, il y a souvent des tensions, des situations de tension au niveau des urgences. Alors, c'est un système dans lequel il y a très peu d'automatisation. C'est vraiment largement à base d'humains, que ça soit au niveau opérationnel que décisionnel, avec énormément de décisions décentralisées. Il y a un pilotage global qui essaye d'être centralisé, mais chaque infirmière, brancardier, médecin interne prend lui-même ses décisions dans son périmètre. Et donc, on est sur un système qui est fortement décentralisé. Et bien entendu, puisque ça s'appelle des urgences, c'est fortement incertain. On ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va arriver. Heureusement, sinon, ce n'est pas bon signe. Donc, aujourd'hui, les urgences sont dans une situation dans laquelle ils essayent, malgré tout, de ne pas trop subir et de pouvoir anticiper. Et pour cela, ils essayent de contrôler et de superviser, de piloter un indicateur particulier qui est le temps de passage du patient à l'intérieur des urgences, qui permet en fait d'avoir une vision de la tension, de l'engorgement des urgences aujourd'hui. Puisqu'on a pu montrer que ce n'est pas uniquement le flux la quantité d'arrivée qui a un rôle, c'est corrélé, mais il y a aussi des impacts sur le type d'entrée qui peut avoir lieu.
Donc, il se trouve que mardi dernier, j'ai fait soutenir une thèse sur laquelle on partait de la constatation que en hiver, avant Covid, les urgences étaient saturées à cause du virus de la grippe et d'un virus VRS qui est chez les enfants le déclencheur de la bronchiolite. Et ces virus-là, en fait, ne se détectaient pas par un plus grand nombre d'arrivées, mais par des temps de séjour qui étaient plus importants. Et c'est ces temps de séjour qui créaient l'engorgement des patients. Donc, superviser les entrées n'est pas suffisant, il a besoin d'autres informations et c'est plus le temps de passage des patients, le patient pathway, qui est intéressant à piloter. Et dans les échanges que l'on a aujourd'hui avec les urgences de l'hôpital de Saint-Étienne, le jumeau numérique est un paradigme qui semble promettre des avancées pour ce pilotage-là. De manière très macroscopique, l'idée, c'est on a l'asset physique ici, qui sont les urgences, mais qui concernent aussi bien tout ce qui est infirmière, médecin, brancardier interne, le système d'information de l'hôpital, les lits qui sont les box et les lits qui sont à l'intérieur des urgences, et bien entendu, les patients. Donc, on a le système, aujourd'hui, dans les hôpitaux, le dossier du patient est fortement numérisé, donc on a accès à un certain nombre, à des données assez temps réel au niveau de l'état très local du système. Et on peut imaginer aussi avoir des capteurs supplémentaires associés, par exemple, au brancard, et de savoir pratiquement chaque brancard à tout instant où est-ce qu'il se retrouve à l'intérieur des urgences. Tout ceci nous génère énormément de données que l'on pourra capitaliser à l'intérieur de notre jumeau numérique, où on retrouve la couche de capture, de stockage des données qui pourra alimenter nos modèles, permettant de la visualisation, de la simulation et de l'analyse. Le paradigme que l'on a par rapport à l'état précédent, c'est qu'ici, on sera naturellement, puisqu'on est sur une décision qui est fortement décentralisée, mais avec un pilotage qui est nécessairement centralisé, puisque l'indicateur il est global au niveau de l'ensemble des urgences. On est sur un système fortement, avec différentes layers, et donc il va falloir trouver un jumeau qui tienne compte de ces différentes couches. Tous ces éléments permettront de faire remonter aux différents décisionnaires, des propositions de décision. Et ce sont bien les médecins, les infirmières, en tout cas les personnes qui sont aujourd'hui habilitées à prendre des décisions, qui continueront à prendre des décisions, mais qui seront éclairées par plus d'informations et qui auront plus d'informations sur les impacts de leurs décisions. Et on est dans un système qui est fortement complexe et donc fortement évolutif. On ne peut pas imaginer avoir un jumeau numérique qui existe, qui a été mis en place et qui continue et qui vit sa vie tout seul. On est obligé de piloter en plus les évolutions de ce système-là. Donc aujourd'hui, on a fait quelques travaux préparatoires sur les jumeaux numériques pour les systèmes d'urgence. Donc pour cela, on s'est basé déjà sur exactement, puisque ce sont les humains qui doivent prendre obligatoirement, dans notre cas, la prise de décision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, par rapport à la classification habituelle de jumeaux numériques, en disant que ceci est un système numérique, ceci est une ombre numérique et ceci est un véritable jumeau numérique dans lequel les flux de données sont automatiques aussi bien du physique vers le digital que du digital vers le physique. Nous, on part du principe que dans les cas qui nous intéressent, en fait, un vrai jumeau numérique est comme ceci, où il y a une remontée automatique de données du physique vers le numérique, une remontée automatique du numérique vers l'humain, et l'humain, lui, va prendre ses décisions pour pouvoir impacter le système physique. Et donc, il y a toute la question de, ici, comment je suis capable de capturer, soit de manière directe, soit, surtout, dans le cas des hôpitaux, de manière indirecte. Donc, de voir les impacts des décisions plutôt que la décision qui a été réellement prise. Et donc, ici, ce qu'on a commencé à faire sur des travaux très... on s'est beaucoup amusé sur de la simulation. Donc, on a fait une émulation donc, ici, on est plus sur le cœur, plutôt simulation du jumeau numérique. Donc, on a mis en place une émulation des urgences pour ne pas trop embêter les urgences qui, aujourd'hui, ont autre chose à faire.
et on a mis en place notre système numérique, notre jumeau numérique. Et en fait, on définit 3 modes de fonctionnement de notre jumeau, dans lequel il y a un mode ici qui est nous on a considéré comme étant un digital shadow, qui est en fait un système de supervision des données aujourd'hui temps réel de l'état global de mes urgences. Donc, c'est de la remontée automatique et de l'agrégation des données permettant d'avoir les indicateurs de performance de manière globale et non plus locaux pour chacun des décideurs. Donc là, ici, on est dans un mode très supervision classique. Le deuxième, c'est l'exploratory. Donc, on a toujours une remontée, on bloque en fait à un moment donné la remontée d'informations du système physique et on se dit, maintenant, je vais pouvoir voir quels sont les impacts, où est-ce que je vais dans le futur. Donc là, on est plus sur des approches très intelligence artificielle, donc de prédiction. Et on a, alors malgré tout, le calage de tous nos modèles ici se fait par une remontée automatique des données dans nos modèles de simulation et on déconnecte pour pouvoir travailler sur de l'analyse d'impact, du what-if scénario, des simulations à base de Monte-Carlo pour tenir compte du côté fortement stochastique des entrées et de pouvoir à ce moment-là déterminer des tendances avec la levée des alternatives en disant si je continue avec la situation vers où je vais, si je lève tel levier ou si je prends telle décision, qu'est-ce qui va se passer et est-ce que je vais empirer ou améliorer la situation? Donc ça, c'est le modèle très exploratoire de jumeaux, qui est très simulation, à base de simulation. Et surtout, ce que l'on propose, c'est la version ici, en interne, qui en fait est un pilotage dans lequel, qui fait en fait la fusion des 2 modes. Alors, avec un peu de simplification, mais l'idée, c'est qu'en temps réel, on fasse remonter des modèles. En fait, on part du principe que le temps de simulation est plus rapide que le temps d'événement dans les urgences. Et donc, on est capable de lancer une simulation, une ou 2, 3 simulations qui nous permet d'avoir un pilotage non pas de l'état courant, mais de l'état prévisionnel de mon système. Donc, je ne suis pas en train de piloter l'état dans lequel je suis, mais je suis en train de piloter à 4 heures, à 6 heures mon système. Donc, en ne changeant pas, alors ici, on est dans un mode déjà pour exploratoire, donc on ne fait pas du what-if, on est en restant avec le même mode de fonctionnement, qu'est-ce qui se passe. Et si on commence à voir que dans 4-6 heures, on commence à potentiellement partir dans le rouge, on a 4 à 6 heures pour pouvoir explorer des alternatives et surtout mettre en place ces alternatives. Dans les urgences, dire qu'on ouvre un box ou qu'il y a un médecin ou un infirmière qui arrive, ça ne se fait pas en 30 secondes. Donc, il faut avoir le temps de pouvoir réagir. Donc, c'est un peu ce côté-là. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque événement, on est capable d'avoir… donc, le temps de simulation est plus rapide que le temps d'arrivée des événements. Et donc, comme ceci, on est capable d'avoir cette prédiction à plusieurs heures. Donc ça, c'est tout un travail en cours que nous sommes en train de faire. Et ce travail-là, c'est la base d'un des projets ANR qui a été déposé il y a 2 heures au niveau de… parce que c'était aujourd'hui la deadline. Donc voilà, on espère qu'il passera. Voilà, donc c'était les travaux qui sont un peu en cours. Et là, donc, je vais aller plutôt sur un côté très prospectif sur les jumeaux numériques. Jusqu'à présent, ce que je vous ai montré, même si j'en ai un petit peu teasé dans l'architecture que je vous ai présentée, je parlais d'un jumelage entre un système physique et un jumeau numérique. Sauf que, quand on est sur un système de production, en fait, un système de production, de même que les urgences, peuvent se voir à différents niveaux. Donc, de la tâche à l'usine complète, avec des objectifs très différents. Ça peut être de la supervision, de la maintenance prédictive, des problématiques de productivité, de lancement de nouveaux produits, etc., etc. Et chacun avec des horizons de temps différents. Donc, en production, on parle de temps opérationnel, de temps tactique ou de temps stratégique. Et d'avoir un jumeau numérique qui est capable de tout faire en même temps, ça crée un système qui est beaucoup trop complexe et qui n'a peu ou pas d'intérêt. Donc, plutôt, l'idée, c'est plutôt de partir sur un concept de dire que on peut avoir plusieurs jumeaux numériques associés à chacune des prises de décision que l'on souhaite et de faire vivre ces jumeaux comme étant un système. Et donc d'avoir une connexion qui existe entre ces différents jumeaux. Donc là, on est en train de taper sur la notion de système et de pouvoir mettre des systèmes de jumeaux numériques ensemble. Donc la visualisation, c'est de partir de ce diamant que je vous ai montré de Warshau de 2017 à plutôt quelque chose qui est de cette image-là.
dans lequel on a donc le jumeau de l'équipement qui se met en place, le jumeau du produit, parce que si je pars dans le manufacturing, avoir des informations sur l'équipement peut s'obtenir de manière indirecte sur la qualité du produit. Donc, en particulier, l'usure d'un outil de fabrication, on va plutôt voir est-ce que la qualité de ma fabrication est bonne, et donc on va en déduire un taux d'usure de mon outil plutôt que de mesurer de manière systématique mon outil. Donc, d'avoir un jumeau de mon produit est intéressant par rapport à l'équipement. Et puis, si on va sur d'autres horizons de temps, là, on a besoin du système de production à part entière avec un autre jumeau qui se met en place. Chacun de ces jumeaux, dans une optique système de système, chacun de ces jumeaux doit pouvoir avoir sa vie par lui-même et en même temps doit pouvoir profiter des interactions pour aller plus loin dans la supervision ou dans le pilotage de la ligne de production à tous ces étages. C'est très exploratoire. Ça fait 3 ans que ce schéma a été posé sur un bout de papier, sur ce slide, et on commence aujourd'hui à discuter avec plusieurs collègues pour essayer de mettre ça en place. Il y a des travaux qui commencent à émerger sur les systèmes cyberphysiques et justement sur des systèmes cyberphysiques. En particulier à Grenoble, on a vu des choses apparaître autour de cette thématique-là. Donc, on est un peu dans cette optique-là de développement. Bref, 14h50. Les jumeaux numériques, c'est vraiment aujourd'hui un sujet qui est très, très chaud. Si on regarde au niveau des publications, il y a une véritable explosion quasi exponentielle des publications. Pareil dans le milieu industriel. Qui dit que c'est un sujet très chaud? Il y a énormément d'effets de communication et de publicité qui sont associés à ce concept-là. Donc, c'est vraiment compliqué de savoir ce que c'est. Aujourd'hui, donc, on est sur un sujet qui n'est pas mature, qui commence à monter en maturité. De mon point de vue, le jumeau numérique ce n'est pas un outil, c'est vraiment un nouveau paradigme et c'est une façon de voir très prometteuse pour réaliser l'interaction et la fusion entre le monde du physique et le monde du numérique, et donc de pouvoir lever dans cette industrie 4.0 qui a fait beaucoup de bruit il y a presque 10 ans maintenant à force, et qui peine à se mettre en place parce qu'il y a le levier de la numérisation qui n'est pas totalement pris en compte, et le jumelage serait aujourd'hui un élément plutôt prometteur pour pouvoir faire cette digital transformation. Et pour aller à l'encontre de tout ce que disent les outils, ceux qui font du développement, pour moi, un jumeau numérique, c'est beaucoup plus que juste de la simulation tirée par les données. Il y a beaucoup plus, comme j'ai pu essayer de vous le montrer. Quelques open issues, et j'aurais pu mettre 3 petits points de suspension à la fin. Il y a toute la question de l'humain, la position de l'humain dans le jumeau numérique. Est-ce que c'est alors, je considère moi que c'est un décisionnaire dans le contexte des systèmes de production, puisqu'on ne peut pas avoir uniquement un humain qui soit... on ne peut pas enlever l'humain de la boucle aujourd'hui. Est-ce qu'il doit être à l'intérieur du jumeau? Donc, est-ce qu'il est modélisé à l'intérieur du jumeau? Et donc, comment on modélise le comportement de l'humain comment on simule le comportement d'un humain? D'un point de vue plus sociétal, le jumeau numérique va avoir un impact sur les méthodes de travail. Donc, en particulier, il y a le premier qui semble assez normal puisqu'on rajoute de l'aide à la décision, ça va avoir un impact cognitif. Donc, on a besoin de travaux sur l'ergonomie cognitive pour pouvoir interagir avec le jumeau numérique. Et aujourd'hui, c'est une communauté qui ne s'est pas trop appropriée cette problématique. Et malgré tout, il y a des choses qui sont intéressantes. Est-ce que ça va développer des nouveaux paradigmes de travaux? Donc ça, c'est une question très ouverte. J'en ai très peu parlé dans le cas des systèmes de jumeaux numériques pour les urgences, mais le cycle de vie du jumeau est vraiment un enjeu aujourd'hui. Il n'y a pas de méthodologie reconnue pour la conception du jumeau numérique, et là, je ne parle que de conception. L'ingénierie système propose des choses, mais ce n'est pas totalement finalisé aujourd'hui. Et puis, ça, ce n'est que le beginning of life du jumeau numérique. Comment on s'assure de tout le cycle de vie et donc de la cohérence entre le physical et le digital asset dans un environnement très changeant. La question de la validation et de la certification de jumeaux numériques, surtout quand on va aller sur des industries un peu touchy, de nucléaire, même la santé, à quel point je peux faire confiance à quel point un médecin va pouvoir faire confiance à un jumeau numérique.
Et puis, ce que je vous ai dit, le système de jumeaux numériques, avoir plusieurs jumeaux numériques interconnectés qui ne sont pas de même nature et donc comment ils vont pouvoir interagir entre eux. Je vous proposerai mes slides, je vous mettrai la bibliographie, là c'est vraiment la toute première version. L'action jumeaux numériques pour les systèmes de production donc, va bientôt, autour de l'été, devrait éditer un livre blanc autour de cette thématique-là et donc vous aurez pas mal d'informations autour de ça. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis questions avec grand plaisir. Et je vais pouvoir réouvrir le chat pour voir si vous avez des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sur le chat. Sur le chat. Je suis arrivé à la fin, mais j'avais su. Vas-y, Blanc. J'avais su au début, parce que j'étais en distance. On parlait à la fin de manque de méthodologie pour gérer le cycle de vie de ces jumeaux numériques. Il y a des choses sur la conception, mais est-ce que pour la spécification du jumeau numérique et notamment le niveau des attentes, parce que dans la conclusion, etc., et c'est des questions que je vous posais, le niveau de précision attendu, le niveau de timing de réaction, le niveau de précision, enfin tous ces éléments-là font que c'est souvent très dimensionnant pour et je n'ai pas vu de grand-chose qui détermine comment le spécifier aujourd'hui. Donc, je confirme qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, dans ce que j'ai pu voir, et les travaux du projet jumeaux numériques tentent à montrer que ça n'existe pas, parce que c'est un des attendus du projet. Aujourd'hui, donc, il y en a très, très peu. Des approches structurantes pour la conception de systèmes, telles que l'ingénierie système, permettent d'avoir un cadre méthodologique, conceptuel, qui nous permet d'avancer dans cette thématique-là. Des approches de développement de systèmes d'information sur des approches aussi donnent des cadres conceptuels qui sont intéressants. Sauf que le jumeau numérique a aussi bien un niveau système d'information, d'aide à la décision. Donc voilà, c'est tellement complexe qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez mature. Et on est tellement dépendant du cas d'application, que l'on vise, et même plus que l'industrie. Est-ce que là, je vous ai parlé sur la ligne, en fait, je vous ai menti, ce n'est pas sur la ligne qu'on est en train de faire le jumeau, c'est juste sur un poste. Donc, c'est déjà compliqué. Il y a la ligne aussi, donc ça ne sera pas le même jumeau. Donc voilà, ce sont des questions qui sont vraiment ouvertes. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on essaye d'avoir cette vision très, descendante de la couche décision vers la couche communication, parce que on a pris le choix que c'était d'abord avant tout un système d'aide à la décision. Donc, en partant dans ce sens-là, on a quelque chose qui nous permet de nous structurer et de ne pas trop nous perdre dans notre démarche. Dans 2 ans, la thèse sera soutenue. J'espère avoir plus de résultats. Le projet JNI sera peut-être avancé, donc on aura peut-être plus de résultats. Mais voilà. Oui, quand tu parles de système, là, oui. Tu fais un découpage, le jumeau de l'équipement, le jumeau du système de production, le jumeau du produit. Oui. Moi, comme ça, là, j'y connais pas grand-chose, mais ce que je me dis, c'est qu'une installation, il y a différentes machines. Et j'aurais pensé à dire, je vais avoir un jumeau de chaque machine qui peut, en fonction du type de machine, fonctionner un petit peu indépendamment. Plutôt que ce découpage-là, j'aurais fait un découpage par composant du système de production. Alors, ça, c'est ce que j'ai appelé ici les Equipment Digital Twin. Donc ça, c'est, il faudrait mettre des S, il n'y en a pas qu'un seul, il y en aura plusieurs, mais c'est pour tous les équipements qui peuvent exister, qui peuvent être. Et donc là, on va avoir une vision qui va être très poste par poste de chacune des pièces. D'accord. Ce que l'on peut voir, et dans les discussions qu'on a avec un peu l'URPA, Nabil là-dessus, c'est que on sait que ça ne va pas être suffisant parce que là, on va récupérer des informations qui sont propres à l'équipement et tout n'est pas dans l'équipement.
Donc, l'exemple que je prenais, c'est si je prends une machine 5 axes, on ne va pas, donc on pourrait imaginer avoir des choses, on est capable de voir sur l'usure de l'outil, on peut avoir des choses que l'on récupère via les vibrations quand ça tourne, donc on peut se dire que si ça commence à vibrer de plus en plus, c'est que c'est de plus en plus déréglé, enfin ce genre de choses. Mais au bout du compte, en fait, le produit, c'est plus la qualité du service rendu par l'équipement qui est intéressant. Donc, d'avoir un jumeau numérique du produit devient un apport important pour pouvoir avoir une idée du comportement de l'équipement. Alors, c'est pas, on peut déjà faire des choses sans, mais d'avoir la communion des deux permettrait d'aller plus loin. Sur de la maintenance prédictive, en fait, la plupart du temps, c'est plus le produit que l'on est en train de vérifier et donc qui doit nous remonter des informations sur la machine. Alors, ça va dans les deux sens, mais il y a quand même une partie liée au produit. Et donc voilà, donc il y a ce côté-là. D'accord, non, mais là, ce que tu as dit, il y a plusieurs instances d'équipement. Ah oui, bien sûr. Voilà. Là, c'est plus par nature. Là, c'est plus des natures que je vois. Et après, sur un problème de pilotage, chaque équipement, c'est intéressant, mais si on veut un pilotage de la ligne, je suis obligé de descendre d'un cran. Et si je veux avoir… Alors après, production system, ça peut être pour les différents niveaux, ligne, station, ligne, sachant que celui de la ligne, ce n'est pas juste l'agglomération des jumeaux numériques de station. Il y a d'autres choses qui interviennent, comme les ordres de fabrication. Et donc, ce sont d'autres données. Ce n'est pas juste les résultats de la somme qui nous donnent, c'est vraiment un nouveau jumeau que j'ai besoin de travailler. Merci. D'autres questions? J'avais une petite question. Quand tu as parlé de simulation, tu as pas mal parlé de simulation basée sur les données. Oui. Comment tu vois la simulation basée sur les modèles physiques dans l'architecture de JN que tu as décrite? Alors, c'est dans l'hybridation. C'est dans l'hybridation. Aujourd'hui, même les données, les modèles de simulation à base, les modèles, ce que j'ai appelé les modèles experts, donc qui incorporent déjà des connaissances à l'intérieur, que ce soit des modèles de physique ou des modèles, alors dans le cas comportemental, des modèles un peu plus importants de système, donc c'est ce que je vais remettre dans le case 2, le système expert, ont besoin de données pour se recaler. Donc, les données ici sont nécessaires pour faire le calage ou recalage de ces systèmes-là. Donc, ça, c'est un premier cas de simulation. Et puis, tu as les simulations, de la simulation purement à base de données, où là, c'est tout qui est né, c'est plus des approches de type machine learning ou intelligence artificielle qui peuvent pouvoir le faire. Mais tu as bien les deux qui existent et qui ont besoin de données. Ici, en fait, donc là, ici, le modèle de données, le type de simulation, c'est des simulations à base d'agents. Donc, il y a de la connaissance. Chaque agent, on a un modèle d'agent qui existe, et donc c'est un système un peu expert, mais on a besoin du calage, du recalage par rapport aux données pour pouvoir faire vivre notre modèle. Mais en complément de la question, en fait, moi j'avais compris dès le début que, et moi je suis plutôt d'accord avec la proposition, c'est qu'un jumeau numérique est une construction virtuelle d'un objet réel. Oui. Ici, dans la proposition autour des sujets sur les crises, les sujets des urgences, oui. Des urgences, le travail a été fait à partir d'un système physique simulé, c'est ce que j'ai compris. D'une émulation. Émulé. Donc ça veut dire qu'on a un système virtuel qui est donc lui-même une émulation qui modélise quelque chose qui est lui-même un modèle. Donc on a une espèce de boucle. Alors là, comment on s'en sort pour revenir à la proposition initiale de… Alors ici, c'est que dans le cas des urgences, d'avoir accès direct, le système des urgences étant tellement complexe à mettre en œuvre qu'il faut bien commencer par quelque part. Donc le modèle d'émulation et le modèle de simulation de jumeaux numériques ne sont pas de même nature. Aujourd'hui, il existe dans la littérature des modèles de la simulation des urgences. Il y a des modèles qui sont réputés, qui sont robustes, et on est parti sur une version simplifiée de ces modèles-là pour pouvoir le réaliser. Donc, l'idée, c'était vraiment, nous, de montrer le côté exploratoire, le côté dynamique entre jumeaux physiques et numériques pour montrer quels sont les avantages, les apports du jumeau dans le pilotage. Non, mais le modèle qui était en ligne, que tu dis qui existe déjà, qui sont assez robustes, sont déjà des jumeaux numériques en soi, donc. Non, parce qu'ils ne sont pas connectés. Alors, aujourd'hui, c'est que des modèles de simulation pure. Donc, il n'y a pas le connexion avec la réalité. Il y a toute une saisie des modèles, des entrées pour pouvoir les faire tourner, d'une part, et d'autre part, aujourd'hui, ces modèles-là ne sont pas utilisés au quotidien par les hôpitaux. Donc, il n'y a pas la boucle de retour qui sont mis en place. Mais aujourd'hui, oui,
un jumeau numérique, la brique de simulation existe. Les simulations sont matures. On prend une machine-outil, on prend si on veut faire un poste robotisé, de la simulation de robot, ça existe, on est capable d'en faire sans aucun souci. Donc la brique simulation est extrêmement mature. L'idée, c'est aujourd'hui, la simulation, elle est faite en offline. Elle est vraiment faite en offline. L'idée, c'est de l'amener en online. Et surtout, dans l'amener dans le online, c'est surtout de pouvoir l'alimenter par les données, et pas qu'une seule source de données, mais par des sources de données, pour derrière pouvoir apporter une vraie intelligence environnementale aux décideurs. Alors, clairement, il y a jumeaux numériques, oui, tout le monde en parle en disant oui, c'est nouveau, c'est nouveau. Non, enfin, c'est pas que de la simulation connectée, mais ça passe déjà par de la simulation qui est connectée. Sinon, c'est parce que il y a des choses là-dessus, hein, pour ceux qui connaissent ce que c'est qu'un MES, il y en a qui disent oui, mais c'est qu'un MES ce que vous proposez. Pas que. On va plus loin. MES, Manufacturing Execution System, qui est le système d'information qui est vraiment au pilotage, au presque temps réel, qui fait de la supervision d'équipements industriels. Oui, ben alors justement, là, je rebondis là-dessus. En termes de standards, parce que quand on achète un système industriel, donc il y a un fournisseur, il y a des capteurs qui sont installés, qui communiquent, le système de supervision. Donc là, moi, j'achète un système comme ça, et puis je voudrais rajouter des fonctionnalités supplémentaires de jumeaux numériques. C'est possible, c'est pas possible. Il y a des standards qui vont permettre de se connecter, ou il faudra tout refaire, faire appel aux fournisseurs. Non. Alors, la réponse est à deux niveaux. Il existe des standards. Aujourd'hui, SCADA, OPCUA sont des standards qui permettent de récupérer et de faire de la communication entre automates et qui sont dans les standards extrêmement bien. Automation ML et PAC ML sont des standards qui permettent de donner un petit peu un vernis de sens aux données qui transitent. Donc, on a ces standards-là. Après, c'est de savoir à quel point ils sont bien implémentés par le constructeur. Mais on en revient comme dans l'interopérabilité en PLM. Intrinsèquement, STEP est capable de tout faire, sauf que personne n'implémente STEP. Donc, on est toujours en train de se poser des questions d'interopérabilité. Mais ceci est une autre discussion. Aujourd'hui, les standards, il y en a qui sont existants, mais qui sont très morcelés. Il y a les standards sur la brique commune. Hop, je reviens. Donc ici, les standards ici, SCADA ou PCUA existent. Là, sur le niveau de la communication, il existe des choses. Au niveau des bases de données, SQL existe et c'est un standard qui permet de… Et il y a du NoSQL, il y a des choses ici qui peuvent exister. Au niveau des modèles de simulation, il y a des standards qui peuvent exister. Donc, chacune des briques intrinsèquement, on peut trouver des standards. Maintenant, c'est l'interopérabilité des standards qui est un vrai… question par elle-même, et puis il y a l'orchestration de ces standards, puisque chacun des standards a son propre objectif, qui n'était pas l'objectif d'un jumeau numérique. Donc il y a une appropriation et une orchestration de ces standards qui doit être mise en place pour pouvoir être développée. Attends, il y a des gens à distance. Oui, il va falloir leur passer la parole parce que sinon ça va être une réunion qui sera plus hybride. Il fallait que tu sois là. C'est leur faute. Il y a les questions d'Abdelkrim. Mais peut-être que les gens qui sont à distance et qui ont posé leur question peuvent ouvrir leur micro et poser la question directement pour l'interaction. Oui. Je ne sais pas si Abdel nous entend. Je peux même mettre ma caméra du coup, Patrice. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, donc j'ai posé ma question. Tout d'abord, merci de cette présentation et de la qualité de ce que vous avez partagé avec l'ensemble des participants. Ma question porte sur les méthodologies de création des jumeaux numériques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des références à nous partager sur des travaux en cours assez matures pour qu'on puisse imaginer des applications industrielles? Et aussi les méthodologies, pour ne pas dire de validation de la crédibilité du jumeau numérique par rapport au jumeau réel, à minima des méthodologies d'évaluation de cette crédibilité. Alors, sur la première question, sur la partie méthodologie de création, alors l'atelier 3 de l'action du GIDARMAX était sur cette thématique-là, donc on a eu quelques échanges à ce niveau-là. L'approche Diamond de MBE Diamond que je vous ai montrée est intéressante.
Elle est très peu, elle est très Boeing, donc il y a très peu d'écrits associés pour pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Il y a les travaux qui ont été portés par quelqu'un de Atlas qui est très intéressant et qui va dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a une bonne littérature. Toute la communauté de l'ingénierie système essaye vraiment de prendre en cette dimension de conception de jumeaux. Et donc, il y a de plus en plus de communication sur cette thématique-là. Nous, au niveau du labo, on essaie de partir sur plus une approche système, donc pas ingénierie système, mais système, donc décision, information, data, pour pouvoir développer et faire de l'aide au choix de composants dans le développement de jumeaux numériques. Donc aujourd'hui, oui, la biblio, elle existe. Le degré de chacun, c'est un peu compliqué parce que ça dépend véritablement de quel est votre objectif, en fait, et quel est le niveau de maturité qu'il y a déjà dans l'entreprise ou dans le contexte d'application. Aujourd'hui, on en est là. Sur l'aspect validation, au niveau de la simulation et au niveau des approches d'intelligence artificielle, il y a énormément de choses qui existent au niveau de l'évaluation de la qualité de l'intelligence artificielle, des résultats d'IA ou de résultats de simulation qui existent. Ce qui se passe, ce qui manque, c'est le passage de la brique simulation à la brique au paradigme jumeau numérique. Et donc aujourd'hui, on n'a pas d'évaluation de tout le jumeau numérique, parce qu'en pratique aussi, il y a très peu de réalisation complète de jumeaux numériques. La plupart des applications que l'on voit en milieu industriel ou en milieu laboratoire sont plus des digital shadow, donc des choses dans lesquelles c'est de la simulation connectée. Enfin, une digital shadow, c'est de la simulation connectée pour moi. Donc on est plus à ce niveau-là aujourd'hui que véritablement sur du vrai jumeau numérique. C'est une réponse de Normand, je suis désolé, je ne peux pas faire mieux. Merci, il est assez clair. Mohamed, est-ce que tu peux poser la question? Oui, bonjour à tous et à toutes et merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question qui est orientée cyber. La question que je me pose aujourd'hui, quelle est la maturité cyber de l'utilisation des jumeaux numériques? Par exemple, quel est le niveau de l'application de la cyber pour la protection de la communication, par exemple lors de la remontée des données ou bien l'intégrité de la décision de l'humain? La question de la cybersécurité est une question connue. Je suis trop éloigné pour avoir une vision très complète pour donner une réponse très complète. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la question de la cybersécurité est une question connue. Beaucoup de gens se posent ces questions-là. Donc, j'en reviens, mais dans le projet JNI, il y a toute une dimension cybersécurité qui est au cœur de ce projet-là. Et voilà ce que je peux dire. C'est un peu trop. Donc, aujourd'hui, oui, je ne peux pas aller plus loin, malheureusement. D'accord, merci. D'autres questions à distance? Dans la salle? Ouais, j'avais tout à l'heure une question que j'ai oubliée. non, je l'ai toujours en tête. C'était par rapport à cette notion de couplage ou de jumelage entre le jumeau numérique et le physique. Et de ma compréhension, même si je ne suis pas expert en jumeau numérique, c'est que ça sert un besoin. Donc, il y a un service où il y a une finalité et j'imagine qu'il y a des boucles de rétroaction dans les deux sens, c'est-à-dire que le physique peut impacter le numérique et le numérique va forcément impacter le physique. Oui. Et du coup, je me demandais par rapport à une dérive. Donc voilà, donc on est cyber, donc on essaie toujours de voir l'utilisation malveillante de ce système-là. Donc il y a une dérive collective, on va dire, entre le physique et le numérique vers un état. Qui potentiellement n'est pas prédit parce que justement si on le fait c'est éventuellement pour les faire évoluer et du coup la question c'est voilà quels sont les garde-fous pour savoir si justement en fait l'un va s'adapter ou va éventuellement digérer et réagir par rapport aux éléments de l'autre et du coup est-ce que le jumeau numérique est-ce que par défaut dans les ateliers, donc tout à l'heure vous avez présenté qu'on commence par les décisionnaires et du coup les workshops qui amènent les finalités du jumeau numérique et du coup c'est cadré, c'est figé, c'est statique, on va là-dessus, ou c'est un jumeau numérique dynamique, évolutif, vivant, intelligent qui du coup va évoluer et du coup comment est-ce que c'est des questions qui nous ont été
En fait, l'évolution dont tu parles, c'est un attaquant qui viendrait, par exemple, corrompre le modèle, potentiellement, le système virtuel qui est à côté, et simultanément pourrait aussi attaquer le capteur qui remonte une donnée, et donc finalement les deux sont en train de dériver, et dans la boucle, tout le monde dit tout va bien, alors qu'en fait le truc est en train de se décaler sur sa température. C'est ce qu'on appelle les attaques zero dynamics, où en fait j'agis sur les deux volets. Du coup, je cache mon attaque, mais c'est pas forcément une attaque. C'est-à-dire, pour moi, en fait, je me souviens, on était dans une équipe où il y avait un mélange entre des systèmes qui font de l'ingénierie système et des gens qui font de l'IA. Et du coup, ils voyaient d'un très mauvais œil de dire c'est un agent autonome. Et du coup, autonome, ça veut dire qu'on va pas contrôler où est-ce qu'on va. Et du coup, là, la jumeau numérique, c'est aussi un agent, un méga agent. Oui. Donc, et l'idée de voilà, comment est-ce qu'on arrive à garder quand même le contrôle, parce que c'est des systèmes cyberphysiques, critiques parfois. Oui. Et du coup, c'est quoi le garde-fou? Quels sont les heuristiques, les patterns pour pouvoir éviter que ça nous emmène vers un état non désiré? Pas forcément délibéré, parce qu'il n'y a pas que la cyber. Oui. Donc, pour répondre à cette question, c'est pour ça que nous, on veut garder le plus possible l'humain dans la boucle. Parce que, de toute façon, les modèles de simulation qui sont dans le jumeau numérique sont faux. Enfin, c'est de la modélisation, donc c'est faux. Ça ne représentera pas de manière... Une abstraction de la réalité. C'est qu'une abstraction, donc c'est faux. Donc déjà, de base, on sait que c'est faux. En tout cas, ça ne peut répondre qu'aux besoins de la simulation. Et donc, si on commence à sortir, ça ne pourra pas marcher. Donc, c'est pour ça que nous, notre paradigme, c'est toujours de dire que c'est de l'aide à la décision et que l'opérateur, les décisionnaires humains doivent exister. Et c'est pour ça qu'on pense justement que d'avoir des jumeaux numériques à différents niveaux va permettre d'avoir ce garde-fou parce que on va avoir tout un... Alors, toujours la même chose, on pourrait faire du 0D sur l'ensemble de tous les systèmes, et donc ça veut dire que le pattern d'attaque il devient encore plus complexe. Enfin, après, c'est une course à l'armement, on est d'accord. Mais à partir du moment où on est dans un environnement de système, on peut espérer que les systèmes qui sont autour sont une forme de garde-fou parce que le comportement de l'un va dévier des attentes des autres. Donc, il y a un peu cette dimension-là que l'on... Donc, moi, voilà, les réponses, c'est premier garde-fou, l'humain. C'est pour ça que nous, dans les jumeaux numériques, on laisse l'humain dans la boucle et on n'est pas sur du full automatisé. Et l'humain, quand on dit que l'humain dans la boucle, ça veut dire aussi que l'humain ne doit pas être à 25 km du système. Hein. Il est vraiment incorporé au plus proche du système. Donc, il a une vision sur le physique et sur le numérique. Il n'est pas juste avec l'interface. C'est pour ça qu'ici, nous, on le met bien ici. Il n'est pas par rapport au schéma qui était ici, où on avait tendance à le voir vraiment à l'opposé du système physique. Non, il est bien à l'interaction entre les deux. Il est vraiment à l'interface entre les deux. Donc, il voit le numérique et le physique en même temps. Donc, il y a toujours cette communication qui peut exister. C'est pas parfait, mais déjà, c'est des humains déjà. Donc, du coup, oui. Il y aura forcément une ambiguïté entre justement les visions antagonistes ou de même qu'aujourd'hui, sans jumeaux numériques, on a déjà cette ambiguïté qui existe. Et donc là, on va sur de la gestion industrielle, du pilotage d'équipe. Et là, on est plus sur de l'aspect organisationnel. Un jumeau numérique ne résoudra pas les problèmes organisationnels. Il n'est qu'en support à l'organisation. Si l'organisation est foireuse, le jumeau sera encore plus source de foirage. Ça, c'est clair. Donc, quoi qu'il arrive, à un moment donné, le jumeau n'est pas la solution A, c'est un support à quelque chose qu'on espère avancer. Donc, voilà, pour le côté humain, et c'est bien des humains là-dessus. Et voilà, pour moi, le côté système de jumeaux, j'ai l'intuition, alors c'est qu'une intuition, que ça peut apporter des garde-fous parce que, justement, il y aura cette notion d'interaction. Maintenant, voilà, je ne suis pas un expert de cyber. Sur ce positionnement collaboratif. Sur ce positionnement par rapport à laisser l'humain au centre de la boucle, c'est-à-dire c'est une vision, parce que je pense que c'est pas ce que j'avais entendu, c'est-à-dire pour moi, le jumeau numérique est là aussi pour automatiser au maximum des choses, et du coup, l'humain, il est progressivement écarté autant qu'on peut, et du coup, vous, de votre expertise, donc du coup, combien représente cette tendance sur cette mouvance de jumeaux numériques? Est-ce que c'est conséquent ou c'est une vision minoritaire de garder l'humain dans la boucle? Et juste pour compléter un peu ma question, ça renvoie un peu à ce que disait tout à l'heure Abdel, c'est que ça pose des questions par rapport où est-ce qu'on en est, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue notre positionnement par rapport
au déploiement d'une approche, d'une solution à base de jumeaux numériques, par exemple. Alors, c'est la question, pour moi, je vais faire le parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 70 avec l'automatisation qui a enlevé un certain nombre de métiers d'opérateurs dans les lignes de production et qui a créé d'autres métiers associés pour faire de la supervision et ce genre de choses. Le jumeau numérique va avoir une tendance dans le même esprit où il y a certains humains qui vont être enlevés parce qu'ils faisaient des tâches répétitives sans grande valeur ajoutée et qui vont être prises en charge par le jumeau numérique où l'aide va vraiment apporter quelque chose et au lieu d'avoir 3 personnes qui réfléchissent, on aura un humain qui sera en mode supervision. Donc, on est un peu dans cette dynamique-là qui apparaît et qui est de toute façon, qui est sociétale. Alors là, ça va au-delà de ces problèmes de recherche. Là, on rentre dans des discussions plus philosophiques et sociétales. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Je suis très mauvais quand on parle de philo. Voilà, j'en suis ici. La question de l'évaluation est une vraie question. Aujourd'hui, c'est une vraie question qui se pose. C'est une vraie problématique. Mais de même que la simulation, tous les travaux sur la simulation, en fait, créer un modèle de simulation, c'est super facile. Valider une simulation, c'est ce qui prend du temps. C'est là où il y a de l'intelligence, c'est là où il y a de l'expertise. Donc, de toute façon, cette partie-là d'expertise existera. Mais c'est comme il y a 3 ans, il y a eu l'explosion de l'IA en disant que l'IA on n'aura plus besoin d'humains. Et donc maintenant, on dit que en fait, on a besoin de gens pour vérifier que ce que fait l'IA quand même. Comment on travaille. Donc là, les travaux de recherche un peu théoriques, c'est sur la démonstrabilité, quelque chose comme ça, ou l'explicabilité de l'IA. Donc, on en est dans c'est le coup du balancier où on a trouvé un nouveau joujou. Enfin, voilà, il y a le côté très hype du jumeau numérique. C'est pour ça que pour moi, quand vous faites jumeau numérique sur Internet, c'est de la simulation. Tous les éditeurs de simulation disent qu'ils font du jumeau numérique. Tous les éditeurs PLM disent qu'ils font du jumeau numérique. C'est pas si faux. Ils contribuent au jumeau numérique. Ce ne sont pas des jumeaux numériques, ils contribuent à. Justement, dans cet esprit-là, il y avait une question qui était dans la suite, là, justement pour l'humain, c'est la vision humaine pour la partie physique. En fait, quelle place, visiblement, j'essaie de retranscrire, mais peut-être que Mohamed C'est quel IHM. Oui, c'est ça. Alors, il y a 2 choses. Il y a le côté. Alors, désolé, peut-être préciser la question, peut-être, mais sinon, je vais être très. Est-ce que Mohamed peut éventuellement préciser cette question? Oui, merci Patrice. Donc, tout à l'heure, quand vous avez parlé de la vision de l'humain sur la partie visuelle, la partie virtuelle, c'est-à-dire la partie simulation, bon, je vais pas dire simulation, mais je vais garder le mot virtuel et la partie physique. Donc, ma question, quelle est la nature de la vision de l'humain sur le process physique? Est-ce que c'est une IHM de supervision ou bien il y a des caméras qui remontent des flux vidéo pour une vérification et comparaison avec la partie numérique. La partie simulation virtuelle. Alors, le ou peut être un et plein d'autres choses. Ça peut être aussi l'opérateur qui lui-même va appuyer sur les boutons sur la machine. Ça peut être l'humain qui enlève le produit sur la ligne de production. Ça peut être toute interface potentielle. Alors ça, c'est quand on est sur l'humain purement décisionnaire. Et puis, donc voilà, sur l'humain décisionnaire, ça peut être n'importe quelle interface qui est adaptée au contexte. Quand on va faire du nucléaire, c'est sûr qu'on va plutôt envoyer un robot pour faire les actions. Mais, ou dans l'espace, j'en parle même pas. Mais sur une ligne de production, nous, sur l'exemple que l'on a, les pistes qu'on imagine, il y a une partie, certains dispatchers qui seront pilotés par la personne clique sur l'écran, donc c'est un écran tactile sur lequel l'opérateur dit c'est bon, je prends cette décision-là et le dispatcher se mettra en route. Et dans l'autre partie de la décision, c'est à un moment donné, je prends l'opérateur qui doit me remettre les stocks de matières premières à niveau, parce que ça ne sera pas du tout automatisé. Donc le jumeau, lui, il y a bien une décision une partie de la décision, c'est la personne qui gueule dans l'atelier, qui dit qui c'est qui me remplit les stocks. Donc il y aura toujours ces deux parties-là. Ce qui pose la question dans la deuxième situation, c'est la décision ne sera pas captée directement par le physique,
Ce ne sera pas capté par le jumelage, mais ce sera l'impact de la décision qui sera capté dans le système physique. Donc, se pose cette question-là, ce qui est un travail encore très ouvert et sur lequel, dans les urgences, on l'a de manière vraiment très prégnante, c'est on n'est pas toujours capable de capturer la décision, mais on va être capable de capturer une image de la décision, une image de l'impact de la décision. Beaucoup de trucs pour dire que on ne sait pas trop comment on va être capable de récupérer ça. Et dans les urgences, l'idée, ce n'est pas de remplacer tous les infirmières par des robots, c'est clairement pas ça, mais c'est plutôt de les aider à apporter plus de contexte à leur prise de décision, de changer le paradigme de décision purement locale à plus environnementale. J'avais une petite question à un niveau différent. On a parlé de maturité de l'économie numérique. Oui. Quelle est ta vision de comment l'industrie s'empare et va s'emparer des jumeaux numériques dans un futur proche et lointain? Alors, je pense que aujourd'hui, il y a 4 ans, 5 ans, on parlait de système cyberphysique. C'était un énorme boom et ça a fait un vrai flop parce que c'était pas assez mature, les technologies n'étaient pas assez matures. Le jumeau numérique, pour moi, c'est faire des systèmes cyberphysiques avec une autre porte d'entrée. C'est passé par on est sorti par la porte, on est en train de rentrer par la fenêtre, de manière très commerciale, sur le point de vue commercial. Mais cette fois-ci, puisqu'on intègre plus l'aspect simulation, qui est beaucoup plus connu de la part des industriels, surtout en production. Les gens connaissent un peu plus que la partie intelligence artificielle qui faisait un peu plus peur. Il y a des choses qui reviennent un peu plus. La notion de maquette numérique, ceux qui font de la conception ont des maquettes numériques et c'est un concept qui est robuste aujourd'hui pour la conception. Donc, de prendre tout ce qui a été fait sur tous les travaux, de dire que j'ai une maquette numérique et en fait, je voudrais que cette maquette-là, tout l'effort que j'ai fait, et je voudrais qu'elle continue à exister quand le produit continue de vivre, sur des maquettes, des jumeaux de produits, pas de système de production, mais de produits, c'est aujourd'hui des leviers que je vois apparaître et qui sont... plus de gens le voient parce que les investissements sur la conception, la création sont déjà présents. On ne part pas de zéro. On ne part pas de zéro. C'est une manière de réexploiter, voilà. Créer de la continuité. C'est ça. Et vraiment, voilà, je pense que dans le jumeau, il y a cette notion de justement ce que tu dis, de continuité sur le cycle de vie, qui est peut-être plus un levier plus intéressant que ces notions de système cyberphysique, qui, eux, étaient vraiment plus quelque chose qui pop-up. Donc, il y a peut-être plus quelque chose. Après, voilà. Question, c'est là, parce qu'effectivement, vous avez parlé de hype, IA, etc. Est-ce qu'il existe une taxonomie ou des grandes catégories de jumeaux numériques? Parce qu'on voit bien qu'on couvre un spectre hyper large, c'est-à-dire qu'entre le simulateur connecté d'un équipement et le système de système, est-ce qu'il y a une forme de taxonomie qui permet peut-être de catégoriser ou de classer les jumeaux numériques pour que, quand les gens parlent de ces sujets-là, on parle de quelque chose, enfin, que les gens se comprennent plus rapidement sur le niveau de ce qu'ils entendent par jumeaux numériques? La seule taxonomie que je connais, c'est celle-ci, donc les 3 images de gauche, qui est la taxonomie proposée par Kretzinger en 2017 ou 2018, qui expliquait la différence entre modèle numérique, digital shadow, donc digital model, digital shadow et digital twin. De gauche à droite. À ma connaissance, c'est le seul qui a essayé de poser un peu des définitions, et quand on commence un peu à regarder, très rapidement, c'est adapté from Kretzinger. Et nous, d'ailleurs, on rajoute juste quelqu'un, on a bien fait, on a continué à être adapté from Kretzinger. C'est le seul, à ma connaissance, qui pose un peu la définition. Après, il y a beaucoup de définitions. Alors, j'ai mis toute une liste. Les définitions sont assez similaires, elles essayent d'aller un peu dans le même sens. Ce n'est pas des définitions, c'est plutôt de scoper, en fait, pour essayer de... Voilà, aujourd'hui, c'est la seule qui ressort, c'est un peu celle-ci, sachant que, c'est comme il y a un côté très commercial, les éditeurs, Simulia, Abacus fait du jumeau numérique, Anilogic fait du jumeau numérique, Dassault Systèmes fait du jumeau numérique. Oui, on peut faire de l'IA aujourd'hui, et donc plein de gens font de l'IA, mais il y a 15 catégories d'IA, et le fait d'avoir cette décomposition de catégories aide, quand on veut creuser dans le sujet adapté, à mieux se comprendre sur les objectifs communs. Quelqu'un qui a levé la main. Ouais.
On va. Alors, il y a Jacques Noël qui veut. Ouais, je pense que c'est une des dernières questions parce qu'il va falloir qu'on arrête. En fait, ce n'est pas une question, j'aurais voulu vous faire profiter de ma longue expérience dans le domaine de la conception numérique des produits et des objets. Oui, allez-y. J'ai entendu donc un certain nombre de questions aujourd'hui. Le jumeau numérique, c'est quoi exactement? Où est-ce que ça va? Quels sont les domaines d'application, etc. J'aurais simplement voulu faire remarquer que le jumeau numérique, c'est ce qui était avant en deux dimensions. On faisait la conception en 2 dimensions. Maintenant, on l'a fait en 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle la maquette numérique. Je crois que Dassault Systèmes, par exemple, donc, a évolué dans ce sens-là donc, depuis plusieurs années et d'autres. Hein. Et on s'aperçoit qu'en fait, le fait d'ajouter une dimension qui est la spatialisation, la localisation, l'emplacement, la forme, ça permet de couvrir autre chose que les produits industriels et l'optimisation de la conception des produits industriels. Je pense notamment à tout ce qui est bâtiment et territoire. Il y a un champ qui est relativement dynamique dans ce domaine-là, avec le BIM, le CIM, etc. Il y a eu, d'abord, ça s'est appelé comme ça, c'était ensuite de la maquette numérique de bâtiments ou de territoires. Et aujourd'hui, on est rentré dans l'industrialisation, je dirais, de la numérisation en 3D des territoires. Je donne comme exemple l'IGN aujourd'hui qui commence un travail qui est relativement lourd de digitaliser le territoire métropolitain en 3 dimensions. Ce qui permet d'avoir donc des nuages de points que l'on peut manipuler et intégrer à des modèles. C'était donc, voilà, cette intervention, c'était pour dire qu'il y a beaucoup d'applications, pas simplement dans l'industrie, hein, ça commence à émerger ailleurs. Et je vous le dis, donc, toutes les applications où la spatialisation des objets est intéressante. Donc, le jumeau numérique, il revêt différents secteurs, il s'épanouit plus ou moins dans différents secteurs. Et je crois que je peux vous donner donc cet exemple-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, le sujet du BIM est quelque chose qui vient un petit peu en écho à ce qu'on vient d'entendre. On va être obligé de conclure hein, parce que vraiment là, on est arrivé au bout du slot là, de réserver. Merci encore Vincent. Merci à vous encore. Voilà. Et juste avant qu'on se quitte, l'information du prochain séminaire Art Systémique, ce sera le 6 avril. Le 6 avril à 14h, avec une intervention de Anne Ventura sur valorisation des déchets et bénéfices environnementaux. Que nous dit l'analyse de cycle de vie? Voilà. Donc un sujet de développement durable avec analyse de cycle de vie associée. Merci à tous, à bientôt. Merci. Au revoir.